Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Seven Wonders, le fameux jeu d'Antoine Boza qui vient de fêter ses 10 ans. Le jeu, pas Antoine Boza, c'est un jeu illustré par Miguel Coimbra, édité par Repos Productions. C'est pour des parties qui durent environ 30 minutes, recommandé pour des joueurs à partir de 10 ans, et on peut y jouer de 3 à 7 joueurs. C'est important puisque l'édition de base qui a donc 10 ans, elle comportait un mode de joueur qui a complètement disparu. Ici, c'est uniquement pour 3 à 7 joueurs. Ce n'est pas la seule différence avec l'édition de base. Cette vidéo n'est pas là pour faire le comparatif global, je ne vais pas m'amuser à ça. Si vous connaissez le jeu de base, regardez tout de même et vous verrez les différences. Si vous ne connaissez pas Seven Wonders, regardez cette vidéo et vous apprendrez à y jouer pour savoir si c'est un jeu fait pour vous ou non. Alors, dans Seven Wonders, chaque joueur va tenter de construire la plus belle des cités, d'accumuler le plus de points de victoire, et à la fin de 3 âges, être celui qui en aura le plus pour être déclaré vainqueur de la partie. Au passage, il pourra aussi construire une merveille dans sa cité. Je vous explique tout ça en vous montrant le matériel. Ici, je n'ai installé qu'une seule merveille, donc qu'un seul plateau pour un joueur. Chaque joueur va recevoir son plateau merveille. Tous les plateaux sont différents et tous vont indiquer une merveille différente. Je les montrerai en fin de vidéo. Donc, en plus de son plateau merveille, chacun va recevoir 3 sous. Ici, je pars donc avec une trésorerie de 3. Et il va falloir aussi distribuer des cartes. Les cartes sont réparties selon 3 âges, puisqu'on va jouer 3 manches, dirons-nous, durant la partie. D'abord l'âge 1, l'âge de bronze, puis l'âge 2, l'âge argent, puis l'âge 3, l'âge d'or. Ça, c'est aussi une différence par rapport à la première version qui, elle, comportait des dos de cartes comme ceci, tout simplement, un peu plus sobre. Ici, ça brille en plus, je ne sais pas si on le voit vraiment à la caméra, ça brille. Sur ces cartes, on va trouver tout un tas de différents bâtiments, de différentes couleurs. Ici, c'est un bâtiment friche qui va nous permettre de produire du bois ou de l'argile. Ça aussi, je vais y revenir durant la partie. Ce que je voulais indiquer, c'est que donc ça, c'est une carte de la nouvelle édition, et ça, c'est la même carte de l'ancienne édition. On voit que l'ergonomie a un petit peu changé, et pour les connaisseurs, la nouvelle ergonomie s'adapte à ce qui avait été fait sur Seven Wonders Duel, ce qui fait que lorsqu'on aura plusieurs cartes de la même couleur dans sa cité et que l'on les empile, on les empile directement à la verticale, au lieu, comme c'était le cas avant, de les mettre un peu en quinconce et ça partait en diagonale. Ça prenait beaucoup de place sur la table. Ici, tout est beaucoup plus ramassé, comme ceci, et je trouve que c'est beaucoup plus clair. En début de partie, on va retirer toutes les cartes qui ne concernent pas le nombre de joueurs autour de la table. Par exemple, pour une partie à 5 joueurs, on va retirer toutes les cartes de chaque âge, où il y a un petit 6+, et 7+. Voilà, donc on fait une adaptation en fonction du nombre de joueurs. Ça, je n'en ai pas besoin. Au passage, rapidement, voici aussi le plateau, le même plateau de l'édition de base, qui était un peu plus petit. Vous voyez qu'il y a une différence de taille. On prend un peu plus ses aises avec la nouvelle édition, ce qui laisse la place aux magnifiques illustrations de Monsieur Coimbra, et ce n'est pas plus mal. Pour le reste du matériel, on trouve des pièces ici, puis des jetons qui vont nous faire perdre des points de victoire, ou des jetons qui vont nous en faire gagner en fonction des conflits militaires que l'on va effectuer. Pour vous donner un aperçu global du jeu, on va jouer donc 3 âges qui fonctionnent exactement de la même façon. Au début de chaque âge, chaque joueur va recevoir 7 cartes, 4, 5, 6, 7. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc chacun va en recevoir 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais pas faire le tour du plateau, donc chacun en reçoit 7, et on va faire ce qu'on appelle un draft. J'arrive pas à les récupérer, voici. Ce qui veut dire que je vais regarder les cartes que j'ai, je vais en choisir une et passer le reste de mes cartes à mon voisin de gauche, puisque à l'âge 1, on va partir dans le sens horaire, c'est indiqué ici par cette flèche. À l'âge 2, on fera un draft dans le sens anti-horaire, et à l'âge 3, dans le sens horaire. Donc, je prends mes cartes, les 7 cartes de départ au début, j'en choisis une, celle que je veux jouer, par exemple, celle-ci, je la sélectionne, je la mets ici, et tout le reste de mes cartes, je les passe à mon voisin de gauche. Mon voisin de droite fait de même, du coup je vais en recevoir pour le tour d'après. Une fois que tout le monde a sélectionné sa carte,
tout le monde va jouer en même temps la carte, et on peut la jouer de 3 façons. Je reviendrai sur les 3 façons, soit la construire dans sa cité, soit construire une étape de sa merveille, soit la vendre pour récupérer de l'argent, mais je vais revenir là-dessus. Simplement sachez qu'on va jouer sa carte, donc du coup j'ai récupéré des cartes de mon voisin de droite, j'en sélectionne une, par exemple celle-ci, hop, je passe ça à mon voisin, et ainsi de suite, je la joue, donc une fois qu'on a joué 6 cartes comme ceci, c'est la fin de l'âge. Et si vous avez bien suivi, en début de tour, on reçoit 7 cartes, ce qui fait qu'au dernier tour, chacun aura 2 cartes, et il va choisir l'une de ces 2 cartes à jouer, et l'autre sera simplement défaussée. Donc on joue 6 cartes parmi les 7 que l'on va avoir en main, ou en tout cas parmi les 7 qui ont été distribués en début d'âge. Donc 6 cartes jouées durant l'âge 1, 6 durant l'âge 2, 6 durant l'âge 3. En tout et pour tout, on aura joué 18 cartes durant l'intégralité du jeu. Maintenant, on va voir comment jouer ces cartes et à quoi elles servent, sachant que à la fin de chaque âge, on va aussi accomplir un conflit militaire avec ses voisins directs à gauche et à droite, et donc il va falloir peut-être penser à construire des bâtiments militaires, mais je vais y revenir. On va regarder les bâtiments un par un en suivant les couleurs de bâtiments. En tout, il y a 7 couleurs de bâtiments, et la première couleur des bâtiments, c'est qu'on va regarder, c'est la couleur marron, et toutes les cartes marron concernent des matières premières, et il y a 4 matières premières dans le jeu. On a le bois, le minerai, on a la pierre et l'argile. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir les trouver pour vous les montrer. La pierre est ici, et l'argile elle se trouve comme ceci. Donc on trouve ces 4 matières premières. Les cartes marron se trouvent en grande quantité durant l'âge 1, c'est là où on construit des matières premières, en tout cas des bâtiments qui vont nous permettre d'avoir ces matières premières, un peu moins dans l'âge 2, et elles sont complètement absentes dans l'âge 3. Du coup, si on veut avoir des matières premières, c'est plutôt dans l'âge 1, voire dans l'âge 2, qu'on va les utiliser. À quoi servent les matières premières? Tout simplement, généralement, on va dire à construire d'autres cartes. Alors là, on va s'attarder sur la construction, qui est l'une des 3 options. Lorsque l'on joue une carte, on peut décider de la construire dans sa cité. Pour construire une carte, il va falloir regarder le coût de construction de la carte. Alors là, pas de chance, les cartes que j'ai en main sont toutes gratuites, mais celle-ci, par exemple, a un petit coût. Il est indiqué ici, il y aura toujours un cartouche. S'il y a un coût, le cartouche se trouve toujours ici et indique toutes les ressources ou toutes les pièces qu'il faut payer pour pouvoir construire cette carte. Alors si je veux construire l'excavation, je peux la construire, mais je dois payer un coût de 1. Donc j'ai 3, je donne 3 à la banque et je récupère 2. Ça, c'était le coût. D'autres cartes ont des coûts qui nous demandent des ressources. Par exemple, pour construire les bains, il faut pouvoir payer de la pierre. Est-ce que j'ai de la pierre dans ma cité? En début de jeu, je n'ai que ça. Je n'ai que mon plateau. En fait, ça, on va même l'écarter pour plus de clarté. Donc, en début de partie, je n'ai que mon plateau merveille. Et chaque merveille produit une ressource. Ici, je produis un minerai. Donc, en début de partie, je ne pourrai pas forcément construire les bains puisque je ne produis pas de pierre. Je pourrais par contre regarder chez mes voisins si eux produisent de la pierre et éventuellement leur payer la pierre qu'ils produisent. J'y arrive dans un instant, mais on va dire que globalement, si je veux construire la verrerie, c'est gratuit, je peux la construire, hop, je la place directement. Maintenant, je produis aussi du verre, donc si un autre bâtiment me demanderait du verre, je produis du verre, je pourrais construire un bâtiment qui me demande du verre. Je n'en ai pas sous la main, j'aurais peut-être dû prévoir ça, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les matières premières et les matières, ou plutôt les produits, comment on appelle ça, les produits manufacturés que l'on produit dans sa cité, on les produit une fois à chaque tour. Tout ce qu'on utilise, c'est bien, on l'utilise, mais tout ce qu'on n'utilise pas, il faut imaginer que c'est jeté, et au tour d'après, on reproduit la même chose. C'est-à-dire que ce minerai, si je l'utilise ce tour-ci, c'est très bien, si je ne l'utilise pas, il est jeté et au tour d'après, j'en reproduis un. Ça ne s'accumule pas de tour en tour pour avoir de plus en plus de minerais. Si je veux produire plus de minerais, il faudrait que dans ma cité, je construise plus de cartes pour produire du minerai. Par exemple, si je construis le filon, là, à chaque tour, je produis 2 minerais plus un verre. Et je peux utiliser tout ça pour construire d'autres choses, construire les cartes que j'ai en main. Si je construis en plus ceci, au fur et à mesure, à chaque tour, je produis 2 minerais, plus une pierre, plus un verre, ou alors 2 minerais, plus un argile, ou
et un vert, pardon. Là, la barre oblique, c'est soit de la pierre, soit de l'argile. Donc voilà comment ça fonctionne, et j'ai tout ce que je produis à ma disposition pour pouvoir construire d'autres bâtiments dans ma cité, sachant, comme je l'ai dit, que je peux regarder chez mes voisins, et si eux produisent des ressources qui m'intéressent, je peux les payer à raison de 2 pièces par icône que je veux utiliser chez mon voisin. Par exemple, mon voisin, lui, produit, on va dire qu'il produit du bois, il a déjà construit le chantier dans sa cité, je n'ai pas de bois et j'aimerais bien utiliser du bois pour construire, je sais pas, une carte plus tard, mais je n'en ai pas. Du coup, je peux acheter, on va dire, le bois à mon voisin de gauche en lui payant 2 pièces, et les pièces, je les paye pas à la banque, je les donne à mon voisin et j'utilise le droit d'utiliser son bois. Lui, le bois n'est pas perdu, il peut toujours l'utiliser. En fait, j'achète simplement le droit d'utiliser l'icône qu'il a chez lui pour combler une ressource que je n'aurais pas chez moi. Et ça, je peux le faire autant de fois, autant qu'il produit de bois. S'il produisait 3 bois, je pourrais lui acheter 3 fois 2, donc 6 pièces pour utiliser 3 bois, 3 icônes bois qui pourraient me servir à construire quelque chose, une carte dans ma cité. Donc voilà pour la construction, et évidemment je peux acheter un bois ici, mais aussi un bois à droite, si je le veux, c'est à moi de choisir à qui je vais acheter quoi, mais uniquement à ses voisins directs, pas aux joueurs qui se trouveraient en face de moi, de l'autre côté de la table. Il y a une autre façon de construire, et c'est de construire par chaînage. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Disons que j'ai construit cette carte jaune, je parlerai des cartes jaunes, ne vous inquiétez pas, j'ai construit cette carte jaune qui était gratuite, mais elle porte ce symbole, ce petit chameau qui est en haut à droite de la carte. À quoi cela signifie ? Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire que plus tard dans la partie, si je trouve cette carte en main, je peux la construire soit en utilisant 2 bois, soit gratuitement si dans ma cité j'ai une carte qui porte le symbole chameau. C'est le cas, donc je pourrais construire gratuitement cette carte sans avoir à utiliser les bois, soit je n'ai pas les bois et je n'ai pas à les acheter chez mes voisins, soit j'ai les bois et je peux quand même construire la carte. Bref, par chaînage, ça veut dire qu'on utilise simplement le système d'icônes pour construire gratuitement la carte. Et comme ça, il y a tout un tas de cartes qui peuvent se construire par chaînage. Il y a un feuillet qui nous liste toutes les cartes que l'on peut construire par chaînage, c'est bien pratique, sachant qu'à l'âge 1, si on construit un puits, par chaînage, on peut construire une statue à l'âge 2. Bref, toutes les liaisons sont indiquées ici, ainsi que la liste complète de toutes les cartes que l'on trouve en fonction du nombre de joueurs. Cette fiche est bien pratique pour les joueurs qui veulent en savoir un peu plus et construire leur stratégie en toute connaissance de cause. Alors, je reviens à mes couleurs de cartes, puisque j'ai parlé de la construction en utilisant les ressources. En utilisant le chaînage, c'est les 2 moyens de construire quelque chose. On peut également construire donc des cartes grises qui, elles, sont des ressources des ressources manufacturées. Il y en a 3, le verre, le tissu et le papyrus, ce qui fait en tout qu'il y a 7 éléments avec lesquels on peut construire les 4 matières premières plus les 3 produits manufacturés. Donc ça, c'est pour les cartes grises qui, elles, nous permettent également de construire d'autres choses. Ensuite, il y a les bâtiments bleus qui sont comme ceci, et les bâtiments bleus, ce sont les bâtiments civils qui vont nous rapporter uniquement des points en fin de partie. Tous les points sont indiqués dans ces petites couronnes de laurier. Ici, si je construis les bains en fin de partie, je remporte 3 points. Donc tous les bâtiments bleus nous permettent de rapporter des points, par exemple le puits, l'hôtel, le théâtre. Vous voyez, ce sont que des bâtiments civils en bleu qui nous permettent de gagner des points. Il y a ensuite les bâtiments commerciaux, ce sont les bâtiments jaunes qui, eux, nous apportent tout ce qui a trait au commerce. Donc, par exemple, cette carte de tout à l'heure, la caravansérail, nous permet de produire soit du bois, soit de la pierre, soit du minerai, soit de l'argile, ou celle-ci, le marché, nous dit que si on achète à notre voisin de gauche ou de droite du verre, du tissu ou du papyrus, on le paye simplement 1 pièce au lieu des 2 pièces habituelles. Ici, c'est un autre marché. Il y a d'autres cartes jaunes. Je vais vite en trouver. Ici, à l'âge 2, cette carte était à l'envers. Voici, désolé. Hop, on a ici le bazar qui nous dit que on peut payer toutes les cartes grises. En fait, non. Qu'est-ce que je dis ? Le bazar nous donne, lorsqu'on le joue, 2 pièces par carte grise que l'on trouve chez soi ou chez nos 2 voisins directs. Donc ça peut être très rentable de la jouer au moment opportun lorsqu'il y a beaucoup de cartes grises présentes dans les 2 cités voisines
et dans sa propre cité. Donc voilà pour les cartes jaunes qui nous apportent des avantages commerciaux. Le prochain type de cartes que l'on trouve, ce sont les cartes rouges. Les cartes rouges, ce sont les cartes militaires qui vont nous permettre d'augmenter sa puissance militaire. Elles ont toutes, il me semble, toutes des symboles militaires, et à la fin d'un âge, comme je le disais, on va rentrer en conflit avec les cités directement voisines, à gauche et à droite, et on va comparer notre valeur militaire avec chacune de ces deux cités. Par exemple, à la fin d'un âge, je me trouve dans cette situation, j'ai construit... Ah non, je ne peux pas, puisque c'est une règle très importante, on ne peut pas construire deux fois le même bâtiment, donc je ne peux pas construire deux écuries. Donc l'exemple était parfait pour vous montrer justement ce qu'on ne peut pas faire. Disons que je me retrouve dans cet exemple, voilà, champ de tir. Voilà, j'ai ces trois cartes construites dans ma cité, j'ai une puissance militaire égale à 6, puisque j'ai 6 icônes, je compare cette valeur avec mon voisin de gauche dans un premier temps. Celui qui a la plus grande valeur militaire remporte le conflit et va donc gagner des points en fonction de l'âge en cours. Si on vient de terminer l'âge 1, le joueur qui remporte le conflit militaire remporte ce jeton qui lui indique qu'il gagnera 1 point à la fin de la partie. Si le conflit militaire intervient à la fin de l'âge 2, on remporte 3 points, le vainqueur remporte 3 points, et à la fin de l'âge 3, le vainqueur d'un conflit militaire remporte 5 points. Par contre, celui qui perd un conflit militaire, quel que soit l'âge, va obtenir l'un de ces jetons qui lui indique qu'il va perdre un point de victoire à la fin de la partie. Si il y a une égalité en fonction de la valeur militaire chez soi et chez son voisin, rien ne se passe, personne ne remporte aucun des deux jetons, c'est un match nul, on va dire une égalité, et on fait la même chose avec son voisin de droite, donc en tout, on a 2 conflits militaires à la fin de chaque âge. Voilà pour les cartes rouges. On trouve enfin les cartes vertes, qui sont les bâtiments scientifiques. Je dis enfin, mais il reste encore les cartes violettes dont je parlerai juste après. Disons que voilà, les cartes vertes, elles ont toutes un symbole scientifique et il y a 3 symboles en tout. Voilà les 3 symboles, comme ceci. Si on arrive à réunir dans sa cité les 3 symboles différents, on obtient 7 points pour chaque trio de symboles différents, pour chaque set complet de symboles différents, c'est 7 points, mais on a aussi des points en fonction des symboles identiques que l'on a dans sa cité. Par exemple, si à la fin de la partie, je me retrouve comme ceci, je gagne 7 points pour mes 3 symboles différents, je gagne ici, on va regarder en fait chaque symbole identique et on multiplie le nombre de cartes, en fait on le met au carré. Donc 1 fois 1, ça me donne 1 point. Ici, j'ai 2 symboles identiques, 2 tablettes, donc ça me donne 2 fois 2, 4 points. Et ici, encore 4 points. 2 plus 2, 4 plus 1, 5 plus mes 7 points de tout à l'heure, je me retrouve avec 12 points si je dis pas de bêtises. 7 plus 5, ça fait bien 12. Donc mes bâtiments scientifiques me donnent 12 points. Donc ça peut être une stratégie aussi de partir sur la voie scientifique pour accumuler les symboles, à la fois des symboles différents pour gagner à chaque fois 7 points pour chaque set complet, ou pour chaque collection complète, je devrais dire, et aussi avoir le même type de symbole parce que ça peut monter très vite lorsqu'on multiplie ça au carré. En fait, si j'ai une nouvelle tablette qui apparaît, ça me donne 3 au carré, ça me donne 9 points au lieu des 4, et ça peut monter 4 x 4, 16, donc ça peut aller très vite et très haut en fonction de la stratégie qu'on adopte. Voilà pour les bâtiments scientifiques. Enfin, le dernier type de bâtiment que l'on peut trouver dans le jeu, ce sont les bâtiments de couleur violette, et eux, on les trouve uniquement dans l'âge 3, puisqu'il s'agit des guildes. Et en début de partie, on aura intégré un certain nombre de cartes guildes en fonction du nombre de joueurs. Toutes les cartes guildes sont différentes et nous rapportent des bonus en fonction de ce qu'elles indiquent. Par exemple, ici, à la fin de la partie, le joueur qui aura construit la guilde des philosophes remportera 1 point par carte verte qui se trouve chez ses voisins de gauche et de droite, mais pas chez soi. Donc ça peut être intéressant, si l'un de ses voisins a beaucoup de cartes vertes, hop, nous on construit la guilde des philosophes et on remporte des points de victoire. Vous voyez qu'en âge 3, les bâtiments militaires peuvent monter jusqu'à 3 de puissance militaire, mais les coûts sont aussi assez élevés puisqu'il faut 3 minerais et un argile pour pouvoir construire ça, ou par chaînage avec ce symbole. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme guilde? Ici, on va remporter 1 point de victoire par étape de sa merveille que l'on aura construite, et je n'ai pas encore parlé de ça, ça va venir.
ici construite, mais aussi chez ses voisins, hein, chez soi et chez ses voisins. Ici, le nombre de cartes grises que l'on trouve chez ses voisins nous rapporte 2 points de victoire par carte grise, c'est la guilde des artisans, etc., etc. Donc les guildes sont toutes différentes. La guilde des travailleurs, la même chose pour des cartes marron, mais un seul point. Bref, voilà pour les guildes. Donc tous ces points vont s'accumuler pour déclarer le vainqueur, mais on va y arriver un peu plus tard. Donc ça, c'est la première chose que l'on peut faire lorsqu'on joue une carte. On peut la construire pour avoir un bâtiment dans sa cité, et vous avez vu toutes les couleurs de cartes que l'on trouve. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est au lieu de construire une carte dans sa cité, comme je viens de vous l'indiquer, on peut utiliser la carte pour construire l'une des étapes de sa merveille. La plupart des merveilles ont 3 étapes, 1, 2 et 3. On peut construire une étape, à chaque fois qu'on construit une étape, on construit celle qui est la plus à gauche, c'est-à-dire qu'on les construit dans l'ordre. On n'est pas obligé de respecter l'âge, c'est-à-dire que durant l'âge 1, si on en a les moyens et l'envie, on peut construire directement les 3 âges, l'un après l'autre. On peut aussi attendre l'âge 3 pour construire les 3 âges, ou on peut, suivant la stratégie que l'on adopte, ne construire aucun âge du tout. C'est aussi valable durant toute la partie de ne pas s'occuper de sa merveille. Mais si on souhaite construire un âge, on va simplement glisser la carte sous l'étape que l'on est en train de construire, à condition de pouvoir payer le coût qui est indiqué. Ici, il me faut 2 bois, il me faut produire 2 bois, soit directement dans ma cité, soit en les achetant à mes voisins pour pouvoir construire cette étape de la merveille, et celle-ci me rapporte 3 points en fin de partie. Si plus tard j'arrive à construire la deuxième étape de ma merveille à condition de pouvoir payer les ressources demandées, c'est-à-dire 3 argiles, j'ai 2 points militaires en plus qui vont m'accorder donc une puissance accrue lors des conflits militaires. La troisième étape, elle demande 4 minerais, et si j'arrive à la construire, je remporte 7 points en plus à la fin de la partie. Donc voilà comment fonctionnent les étapes de merveille. Et la troisième chose à savoir, donc on peut jouer une carte dans sa cité, construire une étape de sa merveille, ou simplement décider de vendre la carte. Si on ne souhaite pas construire ni d'étape de sa merveille, ni de bâtiment, on peut vendre la carte, et dans ce cas-là, on prend 3 pièces dans la banque. En fait, on a vendu son bâtiment pour 3 pièces. Ce sont les 3 options que l'on peut avoir à chaque fois que l'on joue une carte. Je le rappelle, on va jouer 6 cartes par âge, donc 18 cartes en tout durant tout le jeu, et à la fin du jeu, on va compter les points, comme je vous l'ai indiqué, tous les points que l'on trouve sur sa merveille, sur ses différentes cartes, sur ses guildes, tout ça, tout est réuni sur un petit calepin ici, où on va marquer son nom, on va regarder les points accordés par sa merveille, en fonction des étapes que l'on aura construites, on va regarder ses sous aussi, puisque chaque set de 3 sous nous donne 1 point de victoire, donc ça c'est 1 point de victoire. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme sous? J'ai 2 sous qui ne me rapportent rien, mais si j'avais un 3e sous, ça me ferait 1 point ici, un autre point ici. On va regarder les points accordés par les conflits militaires, tous les jetons qu'on aura éventuellement gagnés durant la partie, mais aussi ceux qui nous apportent des malus. On va accumuler tout ça, faire un petit total pour sa puissance militaire. On va regarder les points de victoire accordés par les bâtiments civils, les bâtiments bleus, les points de victoire accordés par les bâtiments jaunes, les bâtiments scientifiques vont nous rapporter les points comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les guildes, on ajoute le total, celui qui a le plus de points remporte la partie. Tout simplement, c'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est vraiment pas un jeu très compliqué, mais il y a beaucoup d'options puisque beaucoup de cartes, beaucoup de couleurs différentes. On peut donc réaliser plusieurs stratégies. Je vais rapidement vous montrer les différentes merveilles en précisant que chaque plateau merveille peut être joué soit du côté jour, indiqué par le petit soleil ici, soit du côté nuit, avec des choses différentes. Vous voyez que c'est pas les mêmes étapes. Déjà, il n'y en a que 2, il n'y a pas de 3e étape, et ce n'est pas les mêmes choses que l'on gagne. Ici, la première étape nous fait gagner 1 point de puissance militaire, nous rapporte 3 pièces directement et 3 points de victoire. Et la deuxième étape, c'est 1 point de puissance militaire, 4 pièces et 4 points de victoire. Donc voilà pour le Colosse de Rhodes. Et des merveilles, il y en a plusieurs, à chaque fois avec des pouvoirs différents et aussi des ressources de départ différentes. Par exemple, ici, on partirait avec du papyrus et les étapes, comme voici, le côté jour, le côté nuit, le Babylone, côté jour et côté nuit. On regarde les pyramides côté jour et côté nuit, avec ici 4 étapes directement, donc que des points de victoire à accumuler, mais il va falloir y arriver, 4 pierres et un papyrus, c'est pas évident à réunir. Et ici côté jour,
et côté nuit, et je pense qu'on va terminer avec l'Olympe côté jour et côté nuit. Donc voilà pour toutes les merveilles, je pense les avoir toutes faites, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non il en manque une, je sais pas où elle est passée, elle est ici, elle s'était cachée, le voilà, le fameux phare d'Alexandrie du côté jour, et du côté nuit, avec une magnifique tempête, c'est une bien belle image pour terminer, je pense que j'ai tout dit. S'il manque des éléments et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je m'efforcerai d'y répondre du mieux possible. En tout cas, je pense avoir fait le tour des règles pour vous montrer si c'est un jeu qui est fait pour vous ou pas. Ça s'appelle donc Seven Wonders, c'est un jeu d'Antoine Boza, c'est un jeu qui vient de fêter ses 10 ans et on trouve une nouvelle édition. Les extensions aussi, elles sont nombreuses, il y en a 4 en tout, peut-être un peu plus avec certains bonus. Je les traite en vidéo, vous trouverez directement des vidéos en cliquant sur les bons liens, vous pouvez cliquer sur la petite icône qui apparaît et vous serez transporté sur toutes les différentes vidéos pour en apprendre plus sur les extensions. Donc merci beaucoup de les regarder, merci beaucoup pour les partages que vous pourrez en faire, merci beaucoup pour les pouces vers le haut que vous ferez également. En tout cas, merci pour votre fidélité à extralife.fr. On se retrouve bientôt pour parler d'autres jeux de société. À très vite, ciao!